Wow, merci beaucoup. C'est très impressionnant, mine de rien, d'être au milieu d'une espèce d'arène comme ça. Comme l'ambiance est vraiment beaucoup trop bonne, on va parler de fin du monde. Plus exactement, des moments où l'histoire aurait pu basculer, où le monde aurait pu basculer dans l'apocalypse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe une sorte de baromètre qui nous indique le temps qui nous reste avant la fin du monde. Ça s'appelle l'horloge de l'apocalypse, et certains d'entre vous la connaissent peut-être, puisqu'on la voit notamment dans Watchmen. Et donc, cette horloge a été créée en 1947 par un comité de scientifiques, et elle avance vers minuit en fonction de la menace nucléaire qui menace la planète, tout simplement. Et quand elle a été créée, c'était en 1947. L'horloge était à 23h53 minutes. Et quelques années plus tard, donc en 1953, l'horloge s'est retrouvée à 23h58, donc d'où les fameux 2 minutes to midnight d'Iron Maiden. Voilà. Donc, cette horloge de l'apocalypse annonçait 23h58 parce que les États-Unis et la Russie avaient donc procédé à des essais nucléaires à quelques mois d'intervalle. Mais c'est 10 ans plus tard, en pleine guerre froide, que le monde s'est vraiment retrouvé plus près que jamais de tomber dans l'apocalypse nucléaire. Lors de la fameuse crise des missiles, de la baie des cochons, dans la crise des missiles cubains. Donc en 1962, les Américains découvrent qu'il y a des silos de missiles soviétiques à Cuba. Donc c'est une crise diplomatique sans précédent et le monde entier s'attend à ce que la Troisième Guerre mondiale soit déclenchée d'un jour à l'autre. Et pendant cette période très trouble et très tendue, il s'est passé des tas de trucs assez dingues. Des moments où on a vraiment failli basculer dans la guerre nucléaire. Et donc, notamment, un jour, dans une base aérienne des États-Unis, à Duluth, un garde croit voir une silhouette, donc essayer de franchir les barrières de la zone, de la base. Et à l'époque, donc, il était très probable que ce soit un espion russe, parce qu'en fait, le président américain avait fait une allocution, et il avait expliqué la menace à son peuple en disant les Russes donc, ont placé des missiles à Cuba, donc si ça se trouve, on peut être attaqué. La tension était vraiment à son maximum. Et du coup, les pilotes de chasse s'attendaient à ce qu'on leur donne l'ordre à tout moment de décoller pour intercepter des chasseurs russes. Et donc, on revient dans notre base de Duluth, notre garde voit cet intrus, tire dessus et il déclenche une alarme donc, qui annonce une intrusion. Et la base était connectée à d'autres bases de la région. Et il y a une des bases où c'est pas la bonne alarme qui a été déclenchée, une autre alarme qui voulait dire en gros c'est la guerre. Donc prenez vos avions, décollez et tuez le maximum de Russes. Et donc les pilotes de chasse courent vers leurs avions. Et à ce moment-là, donc il y a un camion qui déboule à toute vitesse sur la piste de décollage avec les gyrophares allumés pour annoncer que c'était une fausse alerte. Et tout ce truc avait été déclenché non pas par un espion russe, mais par un ours qui avait essayé d'escalader donc la barricade de la base. Donc si les avions de chasse avaient décollé et s'ils s'étaient retrouvés face à des avions de chasse russes ou même d'autres avions de chasse, ils auraient très bien pu tirer à vue et ça aurait pu déclencher une guerre nucléaire, donc à cause d'un ours. Et donc ça, c'est un des épisodes surréalistes qu'il y a eu pendant cette période-là. Par exemple, quelques semaines plus tard, c'est pas surréaliste, mais c'est dingue de se dire que ça s'est passé. Donc quelques semaines plus tard, il y a un sous-marin russe qui s'approche, qui porte une ogive nucléaire et qui s'approche dangereusement des côtes américaines et notamment d'une zone que le président américain avait interdit de franchir, quoi. Et donc ce sous-marin s'approche de cette ligne imaginaire. Et là, donc, il y a des navires militaires américains qui s'approchent du sous-marin et qui lâchent une grenade sous-marine sur le sous-marin. Et à ce moment-là, le capitaine du sous-marin veut contre-attaquer. Donc je rappelle que le sous-marin est équipé d'une ogive nucléaire. Il veut contre-attaquer. Et là, il y a donc son sous-commandant, qui s'appelle Vassili Arkhipov,
Donc retenez bien ce nom parce qu'il vous a peut-être sauvé la vie. Donc Vassili Arkhipov a fait preuve de toute la rhétorique dont il était capable pour convaincre son supérieur de ne pas contre-attaquer, parce que ça aurait déclenché à coup sûr, vraiment, on attendait l'étincelle, quoi. Ça aurait sans doute déclenché cette troisième guerre mondiale nucléaire. Et donc là encore, on est passé très très près, grâce juste à donc un officier russe qui a réussi à convaincre son supérieur. Mais ce qui est marrant, c'est que les Américains n'avaient même pas besoin d'ennemis, en fait, pour se bombarder eux-mêmes, puisque, donc, en 61, donc un an plus tôt, il y a un bombardier B-2 qui survole la Caroline du Nord. Et puis, l'avion se disloque en plein vol, donc c'était un vol de reconnaissance, et l'avion se disloque. Et cet avion portait 2 bombes nucléaires, qui étaient chacune plus puissantes que la bombe d'Hiroshima. Donc, les 2 bombes tombent, et se retrouve dans un champ en Caroline du Nord. Et sur chacune des bombes, il y avait 4 systèmes de sécurité, 4 clés de sécurité qui empêchaient la bombe d'exploser. Donc la première bombe n'explose pas, il n'y a pas de problème. La deuxième bombe, il y a 3 clés de sécurité qui ne marchent pas. Et la 4e empêche la bombe d'exploser. Mais si c'était arrivé, New York aurait été touché, Philadelphie aurait été touchée, ça aurait été une catastrophe sans précédent, quoi. Et c'est l'Amérique elle-même qui se serait bombardée, qui se serait envoyé une bombe atomique. Donc c'était assez... Et alors, pareil, il y a eu des tas de trucs assez dingues pendant cette époque. Par exemple, entre 62 et 77, les codes nucléaires pour lancer les frappes atomiques, c'était 8 fois 0. 0, 0, 0. C'est-à-dire que même pour le cadenas de ton vélo, tu ne fais pas ça. Tu improvises un peu plus. Donc pendant toutes ces années, c'était le code. Et ce qui est fou, c'est la négligence de certains présidents par rapport à ces fameux codes. Donc par exemple, Bill Clinton avait confié dans ses mémoires qu'il avait égaré les codes nucléaires pendant plusieurs semaines. Et François Mitterrand, lors de son investiture, Giscard, pas Jacques Chirac, Giscard d'Estaing remet un médaillon à Mitterrand lors de l'investiture de Mitterrand, donc en 81, un médaillon sur lequel est inscrit les codes nucléaires. Donc ces codes, ce n'est pas des codes qui permettent de lancer les missiles, mais c'est des codes qui permettent au président de s'authentifier en tant que chef des armées pour donner l'ordre d'envoyer les missiles. Et donc Mitterrand prend le médaillon, il le met dans la poche de sa veste, et il envoie la veste au pressing. Authentique, hein, true story. Donc il envoie sa veste au pressing, et quand il s'en aperçoit, eh ben, il envoie des motards au pressing pour récupérer la veste d'urgence, parce qu'il y a quand même les codes nucléaires dans la veste. Donc on imagine la gueule du gars du pressing, quoi, qui voit débarquer des motards, et dit attention, vous avez le code nucléaire, bon. Ce qui est assez fou aussi, c'est que si la fin du monde avait éclaté, CNN avait tout prévu. Donc CNN a été fondé par Ted Turner, qui est un homme très prévoyant. Et Ted Turner avait fait le vœu de couvrir tous les événements de la planète jusqu'à la fin du monde. Sauf qu'il le pensait littéralement. Et donc il avait fait enregistrer une vidéo sur laquelle on peut voir une fanfare qui joue « Plus près de toi, mon Dieu », devant les locaux de CNN. Et ça aurait été la dernière vidéo diffusée par CNN, à la fin du monde. Et cette vidéo existe, elle est visible sur YouTube, hein, vous pouvez taper CNN Doomsday Video, et vous verrez donc que cet orchestre, c'est assez surréaliste et assez triste aussi, parce qu'on se dit que ça aurait été la dernière chose qu'on aurait vue. Voilà. Oui, j'avais oublié une histoire. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de cet officier russe. Il y en a un autre dont j'ai souvent parlé, qui s'appelle Stanislav Petrov, et à qui on doit sans doute peut-être la vie, puisqu'il était, lui, en charge de la surveillance de l'espace aérien russe au début des années 80. Et Petrov avait un ordre simple, c'était de prévenir ses supérieurs si jamais il détectait des missiles sur son écran radar. Et donc un jour, il voit 5 missiles américains, enfin, qui pensaient être américains, parce qu'on lui avait dit que c'était en 84 que l'Amérique pouvait attaquer à tout moment. Et là, il réfléchit. Et il se dit, il n'y a pas assez de missiles. Si l'Amérique attaquait, ils enverraient l'artillerie lourde pour être sûr qu'il n'y ait pas de représailles. Donc il hésite un peu, et sur un coup de bluff, il décide de ne pas prévenir ses supérieurs. Et il a bien fait, parce que c'était un bug dans le système de surveillance, donc les rayons du soleil avaient été mal interprétés. Et si jamais il avait décidé de prévenir ses supérieurs, une contre-attaque aurait été envoyée, et ça aurait été la guerre nucléaire. Et ce qui est fou, c'est que Petrov n'a pas du tout été accueilli en héros par l'armée russe. Au contraire, c'était plutôt une source d'embarrassement. Donc il a été poussé vers la
porte de sortie, en fait, et c'est 15 ans plus tard qu'un des collègues de Petrov, dans ses mémoires, a raconté ce qu'il avait vu ce soir-là. Donc il avait vu son collègue ne pas appuyer, prendre cette responsabilité, et depuis, Petrov a été décoré, notamment par les Nations Unies. Il a même été question à une époque de lui donner un prix Nobel de la paix, ce qui aurait été la moindre des choses. Et ce qui aurait été fou, c'est que finalement, le geste le plus important de ces 30 dernières années, ça aurait peut-être été de ne rien faire, en fait. Juste d'attendre. Et donc, je vous disais tout à l'heure que l'horloge de l'Apocalypse, donc quand elle a été créée, elle était à 23h53, puis elle est montée jusqu'à 23h58 pendant la guerre froide, enfin aux alentours de la crise de la baie des Cochons. Et le moment où elle a été le plus éloignée de minuit, minuit signifiant la fin du monde et l'apocalypse, le moment où elle a été le plus éloignée, c'était juste après la chute du mur de Berlin, donc après du coup, la dissolution de l'Union soviétique, et les États-Unis et la Russie avaient convenu d'un accord qui consistait à diminuer l'armement nucléaire. Donc du coup, l'horloge de l'apocalypse s'est retrouvée aux alentours de 23h47, quelque chose comme ça. Et là, donc, depuis quelques années, cette horloge ne prend pas seulement en compte les menaces nucléaires potentielles, donc ne prend pas en compte uniquement la course à l'armement, mais aussi toutes les problématiques liées au réchauffement climatique, liées à la pollution, liées à des tas d'éléments inquiétants. Et donc, du coup, depuis que Donald Trump a été élu, l'horloge de l'apocalypse a été avancée jusqu'à 23h57 minutes et 30 secondes, ce qui est le plus proche de minuit qu'elle a été depuis les années 50, quoi. Alors c'est un peu inquiétant, et je voulais pas finir sur cette note un peu triste, et je me suis dit, ok, il nous reste 2 minutes 30. On peut faire des tas de trucs en 2 minutes 30. Et donc il se trouve qu'il y a un morceau qui fait 2 minutes 30, et c'est What a Wonderful World, donc le morceau qui a été rendu célèbre par Louis Armstrong. Donc je me dis que si ce morceau-là, qui est l'incarnation même du bonheur, donc peut glisser dans ces 2 minutes 30 qui nous séparent de l'apocalypse, c'est qu'il y a peut-être un espoir. Merci. Spotify, on peut le brancher au micro. Ouais. Mais par contre, il fait 2,17. Ouais. C'est celui-là ou pas? On va même le mettre. On va essayer. Est-ce que tous les vidéastes peuvent nous rejoindre? Tous les vidéastes qui sont invités, si vous êtes là, venez. C'est cool. C'est trop bien. Il reste 6 minutes, les amis. Tu connais les paroles? Tu connais les paroles? Pas trop, non. Regarde. Ah, c'est chaud. And I think to myself, what a wonderful world. Ah, je sais pas. I think to myself, what a wonderful world. C'est cool, joli moment.